Merci d'avoir choisi notre Lucarne Gabon 24 pour cette édition d'information. Voici les principaux titres. Au Gabon, tombé des rideaux de la 4e édition du Marathon du Gabon, les deux principales épreuves de ce grand rendez-vous sportif ont été dominées par les marathoniers kenyans. Au Burundi, c'est par milliers qu'ils ont répondu à l'appel du pouvoir samedi pour manifester contre une commission d'enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme, les développements de ce marathon. Dans ce journal, nous irons aussi à Cuba, dans l'île des Caraïbes, où les Cubains pleurent. Le commandant Fidel Castro, mort vendredi à l'âge de 90 ans, 9 jours de deuil ont été décrétés. Les réactions ne sont pas fait attendre dans le monde. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ouvrons la page Gabon avec les activités de la société de nettoyage de ramassage d'ordures ménagères à Verda qui, après une période de flottement suite aux violences post-électorales, période durant laquelle cette entreprise s'était vue endommager une bonne partie de son matériel, ce dimanche, nos reporters Lardingue Mamba et Berthéon Saga ont sillonné les artères de Libreville, la capitale gabonaise, où la société à Verda reprend progressivement le cours normal de ses activités, comme vous allez le voir dans ce reportage. Après quelques semaines de baisse d'activité due à la destruction des bacs à ordures survenus lors des événements du 31 août dernier, la société Averda, entreprise en charge de la collecte des ordures dans la capitale gabonaise, reprend du poids de la bête selon certains citoyens. Ça fait du bien de remarquer que la ville elle est propre. Ils font du très bon travail d'après moi et puis c'est encourageant. Voilà. Mais c'est un soulagement pour les Librevilleois, au lieu de rester dans l'insalubrité. Il faudrait que la ville soit propre. Si cette société peut nous apporter un plus, c'est bon. Or, à l'avenir, il faudrait que les responsables de cette société puissent quand même améliorer aussi les conditions de vie des travailleurs. Parce que c'est ces travailleurs qui travaillent dans des conditions difficiles. À la suite de ces incidents, plusieurs bacs à ordures ont été abîmés. La société a vu détériorer son outil de travail, c'est-à-dire qu'elle a perdu à peu près 900 bacs. Elle avait en stock 300, elle a pu remettre de facto les 300 et a procédé à une réparation et surtout à une grosse commande. Donc aujourd'hui, certains bacs sont arrivés, d'autres arriveront, mais la société a plus ou moins retrouvé sa cadence depuis à peu près quelques semaines. L'entreprise Averda, dont la mission est de rendre viable et attrayante la capitale gabonaise, compte bien améliorer ses différentes prestations. Et puis parlons des assurances dans ce journal qui est un secteur d'activité voué aux prestations de diverses formes. Une agence d'assurance prend en compte plusieurs domaines de la vie comme les catastrophes naturelles, les incendies et autres accidents de la route. Plus de précisions dans ce reportage de Lardingue Mamba et Berthéon Saga. Une assurance est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un événement incertain ou aléatoire. La prestation, généralement financière, peut être destinée à un individu, une association ou une entreprise. Mais quels sont les domaines ou le champ d'intervention d'une assurance? Après survenance d'un événement, malheureux soit-il, selon les textes, l'assuré dispose d'un temps, bien évidemment que nous déterminons à la souscription. Nous donnons toutes ces informations dès le départ. Il a au trop 7 jours francs. Sinon, s'il déborde un peu, par rapport peut-être à l'éloignement, parce qu'il y en a qui ne sont pas sur place ici à Libreville, il y en a qui sont à l'intérieur, le temps pour eux de rattraper la ville. En ce moment, nous prenons en compte. Les conditions permettant l'assurabilité d'un sinistre sont imprévisibles, d'un événement dommageable. Ne peuvent bénéficier d'une indemnisation de telle nature que la personne qui a souscrit une assurance en la matière. Et s'agissant par exemple d'une assurance relevant du dégât des eaux, il faut disposer d'une assurance multirisque habitation. Et dans la multirisque habitation, si nous n'avions pas, si dans le contrat il n'y a pas une disposition qui prévoit les dégâts relevant des eaux d'inondation, en ce moment, l'assureur ne prend pas en compte. Le contrat d'assurance fonde l'essentiel des droits et obligatoire à chaque partie. Il établit les conditions dans lesquelles le service sera rendu.
En bref et en image pour la suite de ce parcours Tout Info avec la 7e réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs, session 2016 au Gabon qui a connu son épilogue vendredi dernier à Libreville. Après l'évaluation des mandataires en vue de réajuster les ambitions de développement du CGC, rendez-vous a été pris pour novembre 2017 à Naples en Italie. Écoutons justement à ce propos Liliane Gary, la directrice générale du Conseil gabonais des chargeurs, au micro de Andy Tongi. Passer au peigne fin avec l'ensemble de nos mandataires, toutes les différentes missions qui leur sont dévolues et confiées par le Conseil gabonais des chargeurs, puisque vous savez que le mandataire est celui-là qui relaie un peu l'action du CGC à l'extérieur, que ça soit dans les ports ou dans des circonscriptions géographiques bien définies. Donc il était très important qu'on se retrouve pour faire un peu le bilan de nos activités sur l'année 2016 qui est en train de s'écouler et voir un peu si le contrat était exécuté dans les formes et dans le fond, puisque les mandataires sont là pour encadrer, pour suivre et tracer les cargaisons qui sortent de tous les ports du monde à destination du Gabon en faisant respecter la réglementation en vigueur donnée par l'État gabonais. Après donc la clôture de la 7e réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs, ce vendredi 25 novembre à Libreville, la délégation a eu droit ce samedi à une visite guidée de la zone économique spéciale d'Ongkok, à 27 km de Libreville. Andy Tongi y était. Après la 7e réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs du 23 au 25 novembre à Libreville, les hôtes du CGC ont embarqué ce samedi pour une visite guidée à la zone économique spéciale d'Ongkok. Cette zone, fruit d'un partenariat public-privé entre le groupe Olam et l'État gabonais, situé à 27 km de Libreville, est un des moteurs de la transformation au Gabon. Une étape qui ne laisse pas indifférents les mandataires du CGC. C'est assez spectaculaire de voir que les choses bougent. Et aujourd'hui, là, on est donc sur cette zone franche. De par mon expérience, moi, je vois beaucoup de zones franches. Et voir comme ici, un projet qui, sauf erreur, en 4 ou 5 ans, puisque ça date, je crois, de 2011-2012, a déjà un taux de remplissage que l'on a constaté dans notre visite, c'est assez rare. Une visite aux allures de tous les propriétaires à l'usine de transformation du bois gabonais. L'administrateur général de la zone économique et le directeur du Conseil gabonais des chargeurs ont apprécié. C'est un honneur pour nous, moi spécialement au niveau de la zone économique spéciale, d'avoir reçu le Conseil gabonais des chargeurs qui joue actuellement un rôle très important dans le dispositif des activités économiques entre le Gabon et l'étranger. Ce projet est un projet qui se situe au centre de la vision du Gabon émergent. La zone compte actuellement 82 investisseurs, soit 20 de plus qu'en 2012. En plus des exonérations fiscales, la zone économique spéciale d'Ongkok a une capacité énergétique de 70 MW et 8 stations de pompage qui offrent des prix préférentiels sur l'eau et l'électricité aux entreprises sur site. Quittons à présent le Gabon, mais restons sur le continent et prenons la direction de la République démocratique du Congo. La présidentielle dans ce pays n'aura pas lieu cette année comme prévu, mais dans 2 ans. Les élections présidentielles et législatives devaient se tenir le 27 novembre 2016. La proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 7 décembre 2016, mais rien ne sera possible avant avril 2018, comme vous allez le voir dans ce récit de Mirande Angué. En marge du sommet de la francophonie à Antananarivo, le ministre des Affaires étrangères congolais Raymond Tshibanda a déclaré que la présidentielle qui devait avoir lieu cette année en République démocratique du Congo ne pourra pas se tenir avant avril 2018. Il a été arrêté au 31 juillet 2017. On terminerait l'opération d'enrôlement des électeurs et qu'au mois d'avril 2018 auraient lieu les élections. Avant cela, il n'y a aucun expert qui pense que c'est faisable. En octobre, la majorité et une frange minoritaire de l'opposition ont conclu un accord prévoyant le maintien de Kabila à son poste au-delà du 20 décembre et le renvoi de la présidentielle à une date non fixée, en contrepartie de la nomination d'un Premier ministre issu de l'opposition. Ce qui est clair cependant, c'est que l'État congolais prendra ses responsabilités, mais aussi que le peuple est en train de démontrer qu'il n'est pas prêt à se laisser manipuler. Vous avez certainement suivi qu'à plusieurs reprises, cette frange extrémiste de l'opposition a lancé des appels à des activités ville morte ou marche ou ceci et cela,
qui n'ont pas été suivis par la population. La RDC traverse une crise politique profonde depuis la réélection contestée de Kabila en 2011, aggravée par la non-tenue de la présidentielle dans les temps. En Côte d'Ivoire, Visco, le fabricant néerlandais de pagne africain de luxe, a fêté ses 170 ans samedi avec un grand défilé mettant en valeur ses célèbres tissus imprimés et motifs. Retrouvons Miranda Angué. 6 stylistes ont présenté leur modèle à base de ces bandes de tissu imprimées d'environ 6 mètres de long avec des motifs africains qui à l'origine imitaient le traditionnel batik indonésien. La marque, créée en 1846, avait aussi ressorti les principaux pagnes de son histoire lors d'une exposition dans un grand hôtel d'Abidjan. C'est le pagne de luxe, c'est la référence en termes de mode, c'est la référence en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et Visco, c'est le haut de gamme, ce sont des pagnes de qualité. Et c'est le pagne qui fait la mode en Afrique de l'Ouest et du Centre. Jadis, produit de luxe importé des Pays-Bas et utilisant le procédé de la wax, le pagne s'est diversifié en plusieurs qualités de tissu et d'impression, devenant très accessible. Car à mesure que des progrès ont été réalisés en matière d'impression et de fabrication, la production et le nombre de motifs ont augmenté et le prix moyen a baissé. On peut porter un pagne et avoir un modèle occidental. Et je trouve que c'est un très très bon mélange. Depuis le début des années 2000, le marché du pagne, sur lequel la Côte d'Ivoire est un pays phare, s'est étendu et a vu l'arrivée de concurrents venus d'Asie, notamment de Chine ou de Thaïlande. Les prix des pagnes Visco, qui misent sur la qualité et ses motifs, avoisinent eux les 45 000 francs CFA, environ 60 €. Quittons à présent la Côte d'Ivoire et faisons une escale en Afrique du Sud où après la fin de l'apartheid, l'un des derniers grands rêves de Nelson Mandela était de construire un hôpital pour enfants qui serve toute l'Afrique australe à la veille du 3e anniversaire de sa mort et plus de 10 ans après qu'il ait eu l'idée, l'hôpital pédiatrique Nelson Mandela est quasiment prêt à admettre ses premiers patients. L'inauguration est prévue pour le 2 décembre. C'était l'un des derniers rêves de Nelson Mandela. 3 ans après sa mort, il est en passe de se concrétiser. D'ici quelques jours, l'hôpital pour enfants qui porte le nom du héros de la lutte contre l'apartheid ouvrira ses portes à Johannesburg. Nous allons nous occuper des problèmes de santé cardiaque, de chirurgie et autres. Nous sommes principalement un hôpital spécialisé dans la chirurgie. La plupart des enfants viendront pour des opérations. Les reins, la moelle osseuse, les cancers des enfants. Tout ça à un niveau élevé de complications. Aux 3 étages du bâtiment dressé au cœur de la prestigieuse université du Witwatersrand, les ouvriers s'appliquent à effacer les dernières traces de travaux. Tout doit être prêt pour le 2 décembre et l'arrivée des premiers patients. La majorité des familles des enfants n'auront pas les moyens de payer. Et aucun enfant ne sera refusé parce qu'il ne peut pas payer. Mais nous aimerions que les parents qui ont les moyens payent. Sinon, nous ne pourrons pas faire marcher l'hôpital. Les coûts opérationnels seront financés par le gouvernement et par les patients qui peuvent payer. D'une capacité de 200 lits, l'hôpital Nelson Mandela se veut à la pointe de la technologie. Avec ses 450 infirmières et 150 médecins, il offre toute la gamme des soins dernier cri en matière de cancérologie, cardiologie ou neurologie. Et puisque nous sommes au pays arc-en-ciel, nous allons y rester. L'Afrique du Sud n'est pas en conflit, mais les propriétaires de réserves privées se sentent en guerre contre les braconniers. Au niveau mondial, le trafic d'espèces animales s'est intensifié jusqu'à représenter 20 milliards de dollars par an. Conséquence, les gardes sont de plus en plus militarisés et des vétérans de l'armée dispensent des formations initialement conçues pour la lutte anti-braconnage. Regardez. Loin des guerres d'Irak et d'Afghanistan où il était tireur d'élite, Lynn Westover enseigne des techniques militaires à des rangers sud-africains. Ces gardes sont chargés de protéger les animaux dans des réserves privées, mais pour les propriétaires et pour ces vétérans américains, les braconniers et les terroristes, c'est du pareil au même. Le comportement qu'on observe en braconnage, c'est le même que lors d'une insurrection. Donc, avoir une expérience et une compréhension approfondie des insurrections et des opérations militaires, ça s'applique directement au combat qu'ils mènent ici. En Afrique du Sud, les rhinocéros sont la principale cible des braconniers. Employés par des gangs criminels, ils revendent ensuite les cornes sur le marché noir asiatique, jusqu'à 60 000 $ le kilo.
Lorsque vous poursuivez un braconnier classique, il s'enfuit. Mais un braconnier de rhinocéros, il a un fusil. Il vous tire dessus s'il pense que sa vie est en danger. Les formateurs ont été des militaires. Ils ont été dans cette situation, on leur a tiré dessus. Ils savent à quoi il faut faire attention. Et c'est important pour nos équipes d'acquérir cette connaissance. Face au massacre, les parcs nationaux et les réserves privées ont réagi. Armes de guerre, chiens dressés à pister et attaquer, équipements high-tech et entraînement militaire. Des vétérans américains et australiens y ont vu une opportunité de reconversion. Au programme de la formation de l'IN, des heures de cours théoriques, des analyses d'empreintes et des exemples pratiques de désarmement. Des enseignements pas toujours faciles à mettre en place pour les Rangers. Les vétérans, eux, y trouvent un second souffle. Je suis toujours plus ou moins dans la même branche. Je fais toujours le même boulot, mais j'ai changé de cible. J'aide d'autres personnes. En tant que vétéran, vous avez un sentiment unique, un sentiment de fierté. Et en faisant ça, on ajuste simplement notre raison d'être. La militarisation verte a conquis la plupart des défenseurs des animaux, des parcs nationaux aux ONG. Elle permet aussi aux Rangers de mieux se défendre. Une centaine d'entre eux meurent chaque année dans le monde, dans l'exercice de leurs fonctions. Mais cette nouvelle approche n'est pas sans danger. La généralisation des patrouilles armées augmente le risque de dérapage. Au Botswana, dans les parcs, les militaires sont autorisés à tirer à vue sur les braconniers. Quittons l'Afrique du Sud pour le Burundi. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à l'appel du pouvoir burundais samedi à Bujumbura contre une commission d'enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme commises dans ce pays plongé dans une grave crise depuis plus d'un an et demi. Les détails avec Sveltana Gladys Maganga. Manifestation de plus de 10 000 personnes devant l'ambassade de Belgique pour protester une réunion organisée par le Sénat belge avec des opposants burundais en début de semaine. Mardi, le Conseil des droits de l'homme a annoncé la nomination d'experts d'Algérie, du Bénin et du Royaume-Uni pour enquêter sur des possibles crimes contre l'humanité depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé briguer un troisième mandat en avril 2015 et sa réélection controversée au mois de juillet suivant. Le premier point consiste à dénoncer le rôle que la Belgique joue au cours de ces derniers temps. Il héberge les gens qui ont organisé les manifestations, les gens qui ont fait le coup d'État. On ne venait dire à la Belgique de ne pas s'ingérer, plutôt d'harmoniser nos relations diplomatiques. La commission d'enquête fait suite à la publication d'un rapport de l'ONU du 20 septembre accusant le gouvernement burundais d'être responsable de graves violations des droits et qui avait mis en garde contre de possibles crimes contre l'humanité et un grand danger de génocide. La deuxième chose, c'est dénoncer la nomination de 3 experts qui ont été nommés par le président des droits de l'homme au niveau de l'ONU, qui viendraient ici mener des enquêtes. De nombreux tweets de l'opposition ont de leur côté dénoncé le caractère obligatoire de la manifestation. Et puis en Gambie, le candidat unique de l'opposition Adama Barrow a fait campagne dans la capitale de ce pays à Banjul, déclarant que la vague de soutien est sans précédent et qu'il est temps de libérer les Africains de l'Ouest de 22 ans de présidence de Yahya Jammeh. Le récit de Lardi Ngemamba. Plus que 4 jours avant le vote du 1er décembre 2016 en Gambie, où l'on saura si le président sortant Yahya Jammeh briguera son 5e mandat, ou si la coalition de l'opposition, dirigée par le milliardaire Adama Barrow, boutera le régime en place depuis 1994. En campagne dans la capitale Banjul, le candidat unique de l'opposition s'est dit optimiste pour ce scrutin. J'ai visité tout le pays, mais ce que j'ai vu cette année est sans précédent dans l'histoire de la politique gambienne. Gambien, c'est la seule chance que nous avons de le retirer du pouvoir. Si nous ne le faisons pas, nous nous en mordrons nos doigts. C'est la seule chance que nous avons. Nous devrions nous réunir au maximum.
Enclavée dans le Sénégal au nord, au sud et à l'est, la Gambie est bordée à l'ouest par l'océan Atlantique, avec une population estimée à près de 2 millions d'habitants. L'élection en Gambie se joue à un seul tour. Celui qui arrive en tête est déclaré président. Sans transition, allons à Tabriz, c'est au nord de l'Iran où une trentaine de personnes ont été tuées et plus de 70 blessés dans une collision entre deux trains vendredi dans une région isolée du nord de l'Iran, l'une des plus importantes catastrophes ferroviaires de ces dernières années dans ce pays. Ren Andem s'en fait l'écho. 31 morts ont été identifiés et plus de 70 personnes ont été hospitalisées, a déclaré Mohamed Reza Kabaz. L'accident a eu lieu vers 7h50 locale, 4h20 GMT, lorsqu'un train circulant de Tabriz à Mashhad nord-est s'est arrêté à cause d'un dysfonctionnement technique ou à cause du froid à quelques kilomètres de la gare de Afghan dans la province de Semna, a expliqué le gouverneur. Un autre train assurant la liaison entre les villes de Semnan et Mashhad est alors entré en collision par l'arrière avec le convoi à l'arrêt. 2 wagons du train Tabriz-Mashhad ont pris feu et 4 wagons de l'autre convoi ont déraillé et se sont renversés, selon des images diffusées par IRIB. À la mi-journée, pompiers et services de secours, notamment ceux du Croissant Rouge, s'affairaient encore autour des 2 convois pour éteindre l'incendie et évacuer les blessés. En raison des difficultés d'accès à la région reculée où a eu lieu la collision, seul notre hélicoptère a pu atteindre l'endroit de l'accident pour évacuer les blessés, avait affirmé plus tôt le directeur du Croissant Rouge dans la province de Semnan, Hassan Chokrorari. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Semnan et d'Amgan. La Havane pleure le décès du révolutionnaire cubain Fidel Castro qui a tenu son île d'une main de fer et défié la superpuissance américaine pendant plus d'un demi-siècle. Les détails avec Svetlana Gladys Maganga. Tristesse à Cuba. Fidel Castro, le père de la révolution cubaine, est mort vendredi soir à l'âge de 90 ans. 9 jours de deuil national ont été décrétés, tandis que l'onde de choc de l'annonce tombée dans la nuit s'est rapidement répandue dans les rues clairsemées de la Havane. Fidel sera toujours parmi nous. Il nous l'a dit lui-même et on le sait. La vie n'est pas éternelle. La vie est physique. Mais les idées ne meurent jamais. Les idées restent. La plupart des habitants se disant mortifiés et stupéfaits de voir disparaître l'ex-président cubain qui n'avait pourtant pas affiché de signes d'affaiblissement récemment. Quelqu'un m'a dit qu'il se sentait comme s'il avait perdu un membre de sa famille. Et c'est vrai d'une certaine manière. Il a toujours été là pour nous, toujours préoccupé de nous. Il était plus qu'un simple être humain. Personne ne pensait qu'il allait bientôt mourir. Le président cubain n'a pas révélé les causes du décès, mais a précisé que Fidel Castro serait incinéré samedi, écartant de fait toute exposition du corps du leader au public. À la mi-journée, les autorités n'avaient toujours pas confirmé la crémation de la dépouille de cette figure incontournable du XXe siècle, célèbre pour ses coups d'éclat et ses discours interminables, mais aussi pour son uniforme vert olive, ses cigares et sa barbe légendaire. Toujours en rapport à la mort de Fidel Castro, cet hommage du président du Venezuela, Nicolás Maduro, rendu donc samedi au père de la révolution cubaine, décédé le vendredi, je le rappelle, 25 novembre à La Havane. Le président socialiste vénézuélien Nicolás Maduro a rendu samedi un hommage au père de la révolution cubaine Fidel Castro, décédé vendredi 25 novembre à La Havane, à l'âge de 90 ans. En se rendant au musée où reposent les restes d'Hugo Chavez, le défunt président vénézuélien et fils spirituel de Fidel Castro. Fidel un ser fuera de lo normal. Todos lo sabemos. Fidel était une personne hors du commun. Nous le savons tous. Il était et il continuera à être une légende vivante grâce à ce qu'il a fait et ce qu'il reste à faire. Parce que tout ce que nous faisons, il le ferait lui-même pour notre grande patrie, pour l'humanité. Lo estará haciendo él mismo por nuestras patrias grandes, por la humanidad. Fidel ha sido y seguirá siendo historia viva. Fidel a été et continuera à être de l'histoire vivante. Fidel aujourd'hui, quelques heures après nous avoir quittés. Fidel, frère de Cuba, fait plus partie du futur que du passé parce que Fidel a laissé derrière lui les étapes à suivre pour bâtir un 21e siècle pacifique.
pasos que debemos seguir para un siglo XXI de paz. Se plaçant dans la droite filiation de Fidel Castro, le président vénézuélien qui fait face à une grave crise politico-économique dans son pays avait exhorté plutôt samedi sur Twitter tous les révolutionnaires du monde à poursuivre son héritage et prendre le flambeau de l'indépendance du socialisme dans le monde. Cuba et le Venezuela sont étroitement liés depuis la présidence d'Hugo Chavez. Parlons à présent de ce parfum d'émancipation au Pakistan qui, grâce à l'ouverture d'un petit marché, les femmes peuvent désormais s'épanouir. La création de ce lieu d'échange a facilité la vie des habitantes et certaines ont aussi pu trouver un emploi. Regardez. C'est un tout petit marché en bordure d'un village, au fond d'une vallée conservatrice du Cachemire pakistanaise. Avec une particularité, ces petites étoffes coiffées de tôle sont réservées aux femmes qui y commercent à l'aise et débattent de leurs droits. J'ai eu une idée de créer un marché pour les femmes, pour les rendre fortes économiquement. Les femmes sont instruites et elles ne peuvent pas travailler pour le gouvernement. Des femmes instruites restent assises à ne rien faire chez elles et nombre d'entre elles deviennent dépressives. Ce marché a vu le jour à Ravaloco en 2011. On y trouve des merceries et des produits de vêtements. Les femmes peuvent aussi se former pour devenir esthéticiennes, une rare opportunité d'emploi dans cette communauté régie par les traditions. Je reçois beaucoup de commandes du marché. Dieu merci, mon commerce se développe et mes revenus augmentent. J'ai terminé ma formation d'esthéticienne il y a longtemps, mais je ne travaillais pas. Quand le marché des femmes a ouvert, où seulement des femmes pouvaient se rendre, j'ai ouvert mon salon. Les affaires marchent bien ici, je gagne beaucoup d'argent. Les femmes font l'objet de lourdes discriminations au Pakistan, où les crimes dits d'honneur et les attaques à l'acide sont fréquents. Les défenseurs des droits des femmes exigent depuis des années un durcissement des lois à l'encontre de ceux qui commettent ces crimes et qui sont souvent des proches des victimes. Sport, suite et fin de la 4e édition du Marathon du Gabon 2016, soldée par la victoire des Kenyans Samson Bougueï chez les hommes et Émilie Chekmois qui remporte ainsi cette 4e édition devant leurs compatriotes j'y arrive, Peter Kouri et Diana Chekmois. Le départ des courses du jour a été donné au cœur de Libreville, le long du littoral, en présence du chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba, qui a donné ses impressions. Il est au micro de Freddy Kola. Mais ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que le Marathon du Gabon est devenu un vrai événement inconditionnel et incontournable sur le continent. Il est clair que le Marathon du Gabon s'est installé dans la tradition des grands marathons qui se courent au cours de l'année, puisqu'il est maintenant reconnu par les instances sportives officielles. C'est la 4e édition. L'année prochaine, nous en sommes déjà à notre 5e édition. Donc ce qu'il faut noter, c'est que, curieusement, le record du marathon de Libreville est établi lors de la première édition et que depuis, il n'a pas pu encore être battu. Bon, je crois qu'aujourd'hui, les coureurs ont une mention spéciale avec la chaleur quand même un petit peu excessive qu'il y a eu sur le parcours. Mais ce marathon attire beaucoup plus en termes qualitatifs, organisationnels, chapeau, mais aussi qualitatif dans la mesure où il y a de grands coureurs qui arrivent, mais aussi quantitatif puisque les Librevilloises et les Librevillois répondent plus massivement, et encore pas seulement Libreville, puisqu'on a eu quand même une des courses gagnées par des compatriotes qui venaient de Port-Gentil. Donc les Gabonais montrent qu'ils sont sportifs, attentifs aux épreuves de sport, et puis ça y est, c'est bon pour le corps. Hein. Donc là, j'entends des demandes d'organisation de plus de courses au cours de l'année pour que les uns et les autres se préparent pour le marathon. Je crois que c'est une bonne chose. Et pour la boucle, les agents du ministère du Budget et des Comptes publics ayant pris part à la 4e édition du Marathon du Gabon se sont donné rendez-vous dans l'enceinte du dit ministère pour dresser un bilan de leur participation au terme de cet événement qui aura tenu toutes ses promesses, comme nous le rapporte dans ce reportage de Linda Gaël Maganga et de Tex Akigassam. Quelques heures après la course, la gabonaise, lors de la 4e édition du Marathon du Gabon ce samedi à Libreville, les agents du ministère du Budget se sont retrouvés pour communier et relaxer. Ça a été très bien, le coup d'envoi était vraiment bien parti, c'était merveilleux, j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé que l'édition a été très bien organisée, chacun a trouvé son compte. De prime abord, le sport c'est d'abord pour la santé. Une comme moi, j'ai l'habitude de pratiquer le sport, je cours chaque week-end.
Donc je suis habituée, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que je participe à cette compétition. Nous sommes toutes contentes. Chacune des participantes a dit sa fierté d'avoir pris part à l'événement, mais surtout d'avoir été récompensées pour leur effort physique. Ce journal arrive à son terme, mais avant de nous séparer, le rappel des principales articulations qui l'ont constitué. Au Gabon, tombée des rideaux de la 4e édition du Marathon du Gabon, les deux principales épreuves de ce grand rendez-vous sportif ont été dominées par les marathoniens kenyans. Au Burundi, c'est par milliers qu'ils ont répondu à l'appel du pouvoir samedi pour manifester contre une commission d'enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme. Les développements dans cette activité vous a été donné dans ce journal. Nous étions aussi à Cuba, dans l'île des Caraïbes, où les Cubains pleurent. Le commandant Fidel Castro, mort vendredi à l'âge de 90 ans, 9 jours de deuil ont été décrétés. Les réactions ne sont pas fait attendre dans le monde. Voilà, c'est ainsi que se referment les portes de cette grande édition d'information sur Gabon 24. C'était le journal de la rédaction. Restez sur nos antennes. L'information continue sur Gabon 24. À plus tard.